Sous la Ve République, il y a eu plus de 1000 morts suite à des interventions policières. Juste durant l'année 1961, la police française a tué plus de 100 Algériens. Puis, depuis 1977, 760 personnes sont mortes suite à une intervention policière. La plupart des victimes étaient des hommes non blancs. 580 étaient des victimes non armées. 82 étaient des enfants ou des adolescents. Très souvent, les victimes de violences policières ne représentent aucun danger. Une centaine de personnes sont mortes dans un commissariat, une gendarmerie ou un fourgon en étant menottées, immobilisées. Comme Ali Ziri, ce Chibani de 69 ans qui a été tué au commissariat d'Argenteuil, asphyxié par la technique du pliage, la tête plaquée sur les genoux. Il est mort avec 27 bleus sur le corps. Et pourtant, là encore, la justice a rendu un non-lieu. L'autopsie, elle, est accablante, 27 hématomes et une mort provoquée par asphyxie. Un des policiers se serait essuyé les pieds après avoir donc pataugé dans le vomi d'Ali Ziri. Il s'est essuyé le pied sur Aristide Kerfali et Ali Ziri. Il n'a pas été auditionné donc par le juge d'instruction. Seulement voilà, le parquet de Pontoise a requis un non-lieu dans l'affaire. Ces morts dans les commissariats ont toujours lieu à l'abri des caméras de surveillance. Comme pour Abou Bakari Tandia, mort au commissariat de Courbevoie en 2004. Les fils de la caméra de sa cellule ont été arrachés et les rapports médicaux ont été égarés. Il est accusé de s'être lui-même fracassé la tête contre le mur. Pourtant, 5 ans après, les rapports médicaux sont réapparus et il n'y a pas de note de marque sur la tête, mais seulement d'asphyxie. Mais là encore, la justice a prononcé un non-lieu. Mais il n'y a pas seulement des affaires de meurtre. Il y a aussi des cas de torture et de viol dans les commissariats ou dans les fourgons de police. Le dépôt de Paris était très chaud la nuit, en termes de température. Les radiateurs fonctionnaient, des fois y compris pendant l'été, et les cellules n'étaient pas ventilées ou très peu ventilées. C'était justifié, ils s'en vantaient. Bien fait pour leur gueule. Et nous, on ouvrait, ils faisaient un truc comme 40 degrés, c'était intenable. Mais ce qu'ils faisaient, c'était de la torture, quoi. C'était du sadisme. C'était un truc qui était... quand tu les rabaisses, quand tu les insultes, quand tu les discrimines, déjà, psychologiquement, tu portes atteinte à leur dignité. Malgré que j'étais menotté, j'ai reçu des coups dans le flanc. J'ai le policier qui est sur ma gauche qui met la ceinture de sécurité au niveau de ma gorge, qui me tape. Et j'ai le policier qui, comment ça s'appelle, qui est côté passager, qui m'assène un coup de poing au niveau du visage et qui me traite de salarbe. Arrivé dans le local, il y a un des policiers qui me jette par terre. Là, je tombe à plat ventre. J'ai un des policiers aussi qui me met un coup de genou sur ma colonne vertébrale. Il y a un autre policier qui me fait une clé de bras. Et là, bon, avec tous les coups que j'ai subis, tout ça, de avant et de après, j'ai commencé à pleurer de douleur et tout. J'avais vraiment peur par rapport à tout ça. Et j'entends un des policiers, moi avec mes douleurs, que je dis, bon, j'avais mal à mon bras, vous me faites mal au niveau du bras. Et j'ai un des policiers qui me dit, regarde comment on casse un bras. Et là, il y a le policier qui me fait une pulsion du bras arrière, et là, j'entends craquer. De là, ils ont commencé à me déshabiller. J'ai eu mon pantalon de baisser avec mon caleçon. 4 personnes au moins ont été violées et analement mutilées par la police en France. Pascal à Drancy, Théo à Aulnay-sous-Bois, Tommy à Paris, dans le commissariat du 19e. Là, le policier baisse mon caleçon de manière volontaire et violente. Il avait enlevé ses gants. Et à ce moment-là, en fait, le policier qui était au niveau de mes jambes, il a introduit son doigt dans mon rectum. Il n'y en a pas un qui a une seule réaction. Les seules réactions qu'il y avait, c'était des moqueries. On m'appelait Théo. J'entendais Théo, 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 Théo. Ah, on t'a fait une Théo, ah ceci, ah cela. Et j'avais aussi plusieurs remarques. Hey, t'en mets combien de doigts? Ça va, le doigt, il était pas trop grand. Street Press a pu consulter le compte-rendu. Ce document indique que Tommy a des lésions anales. Et Ahmed Selmouni à Bobigny. 3 policiers l'ont torturé, lui ont uriné dessus et l'ont tabassé à coups de batte de baseball. Mais ils l'ont aussi menacé avec une seringue et un chalumeau, et ils l'ont aussi violé avec une matraque. En plus de toutes ces sévices, il a perdu un œil au cours de ces séances de torture. Nous l'avons joint dans la maison d'arrêt où il purge une peine de 13 ans d'emprisonnement. Le coup de batte de baseball sur la tête, sur le dos, sur les genoux. Et par la suite, c'était encore pire. Tirer les cheveux, uriner sur moi et le reste, vous savez que je peux pas en parler de ça. Ce dont il ne peut pas parler, ce sont les agressions sexuelles qui ont suivi. Des sévices confirmés par des certificats médicaux. Et pour une fois, le chef des policiers impliqués a pris 3 mois de prison ferme. Seulement 3 mois de prison. Tandis que Ahmed Selmouni, la victime de ces séances de torture, a pris, lui, 15 ans de prison
pour trafic de stupéfiants. La France est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à être condamné pour torture. Quand ces hommes meurent suite aux interventions policières, la justice leur trouve systématiquement des cas de maladies génétiques, respiratoires ou cardiaques. Comme pour Cédric Chouviat, mort après une fracture du larynx. Ou pour Lamine Dieng, asphyxié dans un fourgon de police, la tête plaquée sur le sol. Abdel El Jabri, décédé à Aulnay-sous-Bois suite à un contrôle d'identité. Ou encore Adama Traoré, mort dans un commissariat suite à un plaquage ventral, sous le poids de 3 policiers. Notons d'ailleurs au passage que ces 3 policiers ont ensuite été décorés par l'État. Bizarrement, pour citer Omar Slaouti, quand on est immigré, on a tous un problème de valve cardiaque. Mais parfois, ces policiers invoquent, pour justifier ces meurtres, la légitime défense, même dans des cas totalement absurdes. Par exemple, quand Abdelkader Bouziane roulait à 36 km/h et qu'un policier l'abat d'une balle dans la nuque, il a prétexté la légitime défense. Et là encore, la justice a prononcé un non-lieu. De même, Amin Bentoussi est tué d'une balle dans le dos alors qu'il fuyait. Et là encore, on a prétexté la légitime défense. Par contre, exceptionnellement, dans cette affaire, le policier a été condamné. Et ce, grâce à sa sœur, Amel Bentoussi, et à un travail de terrain de plus de 5 ans. Précisons aussi que c'était une condamnation symbolique avec du sursis. Mais dans le cas des violences policières, surtout en France, c'est déjà une victoire. Les violences policières ne concernent pas que les non-blancs. Ça peut aussi viser les blancs, notamment lors des mouvements sociaux. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais déjà, manifester reste beaucoup plus dangereux pour les non-blancs que pour les blancs. D'ailleurs, pendant les manifestations des Gilets jaunes, la seule personne à avoir été tuée est une non-blanche, Zaineb Redouane. Une femme voilée qui a eu le malheur de se mettre à sa fenêtre et qui a été visée par un tir de grenade lacrymogène. Et donc elle a été tuée dans le mouvement social alors qu'elle ne manifestait même pas. Les non-blancs sont parfaitement conscients des risques qu'ils encourent lors des manifestations. Ce, depuis l'affaire Malik Oussekine. En 1986, il a été poursuivi dans un hall d'immeuble après une contestation étudiante. Un jeune homme de 22 ans, Malik Oussekine, étudiant à Dauphine, est né à Versailles, va trouver la mort, malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Arrêt cardiaque, consécutif aux coups portés par les policiers. Ils se sont précipités sur, je crois que ça s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Bonjour, je m'appelle Mounaïm, j'ai 19 ans, et je me suis fait arrêter, à la manifestation pour George Floyd. Et je me suis fait arrêter alors que j'étais venu pour manger. Et on m'a mis dans un van et on m'a laissé là 2 minutes et après il y a 5 policiers cagoulés qui sont venus et qui m'ont tapé. La police vise en particulier les bâtards. C'est le surnom qu'elle donne aux non-blancs, aux noirs, aux arabes, aux roms, aux asiatiques. C'est chaque fonctionnaire va se faire ses critères. Alors moi je sais que le mien, le premier, on va pas se mentir, ça a été la couleur de peau. Les blancs, on les occulte complètement et puis on va chercher le noir, l'arabe ou le pakistanais quoi. Clairement c'est on en repère un, on se dirige vers lui tout de suite. Je pense que la hiérarchie ils le savent. Ils sont pas bêtes, c'est des officiers, des commissaires, ils ont fait des études. Ils savent très bien qu'en nous demandant du chiffre et nous envoyant sur certains secteurs, ils savent qu'on va aller vers du faciès. J'ai été témoin d'ordres de contrôle d'identité que j'ai estimés illégaux donnés par ma hiérarchie. Ces ordres constituaient à prendre les identités systématiquement de Noirs et de Nord-Africains. Aujourd'hui, les Arabes et les Noirs sont 20 fois plus contrôlés par la police que les Blancs. Alors que les Blancs déclarent plus majoritairement consommer et avoir de la drogue sur eux. Il arrive même parfois que la police sort elle-même un sachet pour faire accuser un innocent. À ce moment-là, il me demande si j'ai une pièce d'identité à lui fournir. Je lui réponds que j'ai pas de pièce d'identité, mais j'ai ma carte de conducteur poids lourd. Il me dit, vous allez vous lever pour un contrôle de police. Moi, je regarde pas trop ce qui se passe derrière. Derrière, un policier lance un sac en plastique blanc au pied de Jonathan S. avant de le ramasser et de le brandir. Et puis là, le voilà qui me pose et qui lui-même ramasse le sac qu'il venait juste de jeter. À ce moment-là, moi, je prête pas attention au sachet. Je suis toujours en train de parler avec son collègue en face de moi. Et c'est au moment où il va ouvrir le sac, là, je vais nettement distinguer des sachets d'herbe. Ce genre de choses, on voit ça que dans les films, que dans les séries américaines. J'ai jamais vécu ce genre de scène en direct, quoi. Et la police se concentre davantage sur les dealers de rue, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres et qui vivent majoritairement en cité.
Pourtant, il y a toute une économie intermédiaire de petits vendeurs qui fournissent de la drogue autour d'eux, que ce soit dans la zone rurale ou dans les milieux bourgeois. Ils sont plus souvent blancs, mais ils ne sont pas considérés comme des dealers parce qu'ils ne font pas de deal de rue. Louis Boyard, faudra mettre l'extrait. J'ai dealé, hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Alors, comment c'est passé? Je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date. Mais c'était de la merde. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas le choix. C'est moi, sinon, comment je fais mes études? Ces revendeurs-là ont l'esprit tranquille parce qu'ils sont beaucoup moins arrêtés. Et il arrive même que parfois ils deviennent députés. Mais on t'aime bien, Louis, hein. T'aimes bien. Il est cool, Louis. Et si dans les rues, les policiers contrôlent davantage les Noirs et les Arabes, ce n'est pas en raison de leur style vestimentaire. Et il ne faut pas inverser les choses. C'est pas le style vestimentaire qui va stigmatiser l'indigène, mais c'est l'indigène qui va transmettre son stigmate à son style vestimentaire. En effet, quand ils sont habillés pareil, les non-blancs sont toujours plus contrôlés que les blancs. Mais pourquoi les casquettes et les joggings produisent beaucoup plus de contrôle de la part de la police que, je ne sais pas, les tatouages et les piercings? En fait, les contrôles policiers sur la base du style vestimentaire est aussi lié à la catégorisation raciale produite par la police. Par exemple, si demain les Arabes et les Noirs s'habillaient en style punk métalleux, eh ben les policiers vont contrôler davantage les personnes habillées en style punk métalleux. D'ailleurs, une petite anecdote, je pense que vous connaissez certainement Mathieu Ricous qui écrit beaucoup sur les policiers, et en 2013, il s'est fait tabasser par les policiers en raison de son style vestimentaire, et en fait les policiers l'ont pris pour un arabe. Enfin, les contrôles policiers se font beaucoup plus dans les quartiers populaires, dans les quartiers, nous, qu'on dit d'immigration, où il y a davantage de non-blancs. Et donc, même sans discrimination, les policiers vont avoir tendance à plus contrôler les non-blancs que les blancs. Et lors de ces contrôles, les policiers font 3 fois plus souvent une palpation si la personne contrôlée est non-blanche. Et si elle est noire, les policiers font 4 fois plus souvent une palpation. Et même des enfants parfois de 10 ans subissent ce genre de contrôle avec palpation qui peuvent être traumatiques et qui sont condamnés par plusieurs associations, notamment par Human Rights Watch. Après, quand ils m'ont attrapé, je leur ai dit s'il vous plaît, je me rends. Et c'est là où ils m'ont tapé. C'est là où ils m'ont mis à terre, ils m'ont mis les menottes. Il y en a un, il a mis ses pieds. Ils étaient combien à ce moment-là? Ils étaient 4. Il m'a mis les menottes, et, il a mis les genoux sur mon dos. Il y a une femme, elle m'a tenu les pieds, et pendant qu'un barbu policier me tapait avec la pointe de ses pieds. C'est-à-dire qu'il faisait comment? Il donnait des coups de pied? Où ça? Dans mon visage. Dans ton visage? Tu te rappelles combien de coups t'as reçu? 3-4. 3-4? Et c'est à ce moment-là que t'as été touché au niveau de l'œil notamment? Oui. Et là, vous avez fait quoi? Vous êtes allé au commissariat? Oui, on est allé au commissariat de Bobigny. Je suis restée là-bas au moins 40 minutes à peu près. C'est là où j'ai commencé à vomir et j'avais mal de tête. J'avais du sang qui coulait au niveau de mon visage. Où ça exactement? Par ce côté, je le voyais quand je touchais là, il y avait ma main qui était pleine de sang. Et en fait, le poids de l'institution policière est tellement important dans la vie des indigènes, et ce très très tôt, que les parents d'indigènes doivent alerter leurs enfants sur la conduite qu'ils devront avoir et adopter face aux policiers. Ces contrôles et ces checkpoints de la part des policiers à l'encontre des indigènes ont pour vocation en fait d'humilier aussi les indigènes et de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas vraiment chez eux en France. Et le fait qu'un jeune noir soit rudoyé par une bande de brutes, par une bande de gangsters, que sont ces policiers, ne devrait pas nous étonner. Mais d'autres personnes, effectivement, quand elles voient cette vidéo, elles considèrent que ce sont les règles de l'art. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'on peut le dire avec une petite phrase peut-être amusante, mais qui nous vient du groupe de rap PNL. Ils ont les photos avant les souvenirs, nous on a les souvenirs puis les photos. C'est-à-dire que nous on sait ce qu'il y a en amont de ce moment-là. On sait que c'est une vie passée à traverser des checkpoints qui sont installés par ces policiers. On sait que c'est une vie de palpation, on sait que c'est une vie entière marquée par une série de harcèlements, une série de violences de ce genre. Et donc, quand on voit ça, on voit une violence de plus. Eux, quand ils voient ça, ils voient une manière normale d'appréhender un type qui rentre chez lui et qu'il est absolument logique de
lui faire subir une série de vexations, une série de brutalités, puis une série de violences dans toute une gradation. C'est absolument logique, que ça va de soi. Que ces personnes-là, si elles marchent à ces endroits, de cette manière, il est absolument normal qu'elles vivent dans la peur, et surtout, il est normal que la violence s'intensifie à partir du simple fait qu'elles résistent un petit peu à ce qui leur arrive. Mais comment ne pas résister? Comment ne pas réagir quand on est ainsi traité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait se laisser massacrer? Est-ce qu'il faudrait se laisser démolir à coups de matraque? Quelle est la situation, quelle est la réaction que ces jeunes, corporellement, dans leur incarnation, devraient adopter pour ne pas être violentés, pour ne pas être violés? Quelle est la bonne manière d'agir dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? On attend simplement d'eux qu'ils disparaissent, on attend d'eux qu'ils entrent sous terre, on attend d'eux qu'ils se laissent assassiner? C'est ça qu'on attend d'eux? C'est ça que je me demande. Quand ces gens voient cette vidéo, quand cette fachosphère ou quand ces pseudo-journalistes regardent cette vidéo et qu'ils se disent « mais il n'y a là que du très normal ». Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent des Noirs? Qu'est-ce qu'ils attendent des Arabes? Ils attendent qu'ils se mettent une balle dans la tête, qu'ils se suicident devant eux pour qu'ils cessent de les gêner, pour qu'ils cessent de polluer leur espace visuel ou leur espace vital? C'est ça qu'ils attendent? Et il y a aussi une concurrence masculine qui se joue lors de ces contrôles policiers où le but... Salut, bonjour. Salam, ça va et toi? Ça va, tranquille? Bonjour, ça va les amis? Les hommes, toi, j'ai quelques questions. Qu'est-ce que tu penses de la police? La police? Ouais, on fait un truc sur la police. La police, il n'y a pas bien. Il n'y a pas bien. Il n'y a pas de respect. Le haraga, le hogra, tout. Racisme, il n'y a pas t'imaginer, mon frère. Tel racisme, il n'y a pas t'imaginer, frère. Wallah, moi, il n'y a pas les papiers. Normalement, il les respecte. Ouais. Moi, déplacé en bateau. Normalement, il n'y a pas volé, il n'y a pas comme ça. Normalement, la justice française, et moi, il est haraga en bateau. Il les respecte, moi. Non, la police, viens, il n'y a pas les papiers. Comme ça, viens, racisme, arabe, comme ça, algérien. Va, c'est un racisme, mon frère. C'est un grand racisme. Donnez-moi, voilà, regarde les caméras à la police. C'est un racisme, frère. Au revoir, vive l'Algérie, vive Tebboune, allez Tebboune, bisous, l'Algérie. Bah, tout a été dit en fait, on peut arrêter la vidéo là. Et il y a aussi une forme de concurrence masculine qui se joue entre les policiers et les indigènes lors de ces contrôles. Et le but des policiers est en fait d'humilier, de déviriliser ces indigènes, notamment à travers les palpations. Et ces contrôles ne servent pas seulement à traquer les dealers noirs et arabes, mais aussi à traquer en fait les réfugiés, les clandestins qui voudront ensuite expulser. Et ainsi, le but profond de ces contrôles est de montrer à tous ces non-blancs qu'il est suspect et qu'il est une personne un petit peu illégitime sur le territoire français, qu'il n'est pas un vrai Français et que son déplacement sur le territoire doit être contrôlé. Pour comprendre le lien entre la police et le racisme, il faut faire un petit peu d'histoire. Parce qu'en fait, ces contrôles d'identité sont en fait des contrôles raciaux. Et l'État français a une vieille tradition de contrôle des populations non blanches. En 1716, un édit autorise la présence d'esclaves sur le sol français. Et en 1777, la police des Noirs est créée pour contrôler la présence de quelques milliers de personnes non blanches en France. Alors bien sûr, à l'époque, le mot noir ne veut pas dire exactement la même chose. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et plus récemment, une loi en 1912 rend obligatoire pour les gens du voyage la possession d'un carnet anthropométrique pour faciliter leur surveillance sur le territoire national. Et pour citer Emmanuel Blanchard, la naissance de la police scientifique, en particulier l'anthropométrie, est contemporaine de l'obsession classificatoire, notamment en matière de race. Une loi de 1912 rend ainsi obligatoire la possession d'un carnet anthropométrique pour les nomades, terme qui recouvre alors des populations considérées comme suspectes, tels que les gens du voyage, les tziganes, voire les forains. Cette loi met en carte une certaine catégorie de population et offre une grande latitude aux policiers pour la soumettre à une plus étroite surveillance. En 1953, la BAV, la Brigade des agressions et violences, est créée pour contrôler la population algérienne en France. La BAC, la Brigade anticriminalité, elle a plusieurs histoires qui se mêlent. Il y a deux généalogies principales. Il y a une généalogie qu'on peut dire coloniale, et il y a une généalogie qu'on peut dire néolibérale. Donc, la généalogie coloniale, elle puise dans des dispositifs, d'abord dans l'entre-deux-guerres, puis juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les brigades nord-africaines, qui étaient des brigades de police qui étaient chargées du contrôle des Arabes à Paris, très clairement, et qui utilisaient toutes sortes de dispositifs de surveillance, de contraintes, de coercition qu'on retrouve dans les BAC d'aujourd'hui, que ce soit la pratique de chasse à l'homme, d'étranglement, de persécution, d'humiliation, brimade, etc., insultes à caractère raciste et sexuel, etc. Des preuves de ça? Bien sûr, il y a des travaux en sociologie,
en histoire, il y a les travaux d'Emmanuel Blanchard. Il y a toute une série d'études sur les brigades nord-africaines. On dissout ces brigades-là, on enlève le terme en fait, parce que la fonction va être reproduite puisque les classes dominantes ont toujours besoin d'encadrer le prolétariat issu de la colonisation. Et donc on va avoir des brigades qui vont s'appeler les brigades agression et violence. Mais c'est à leur tête, on va mettre les anciens des brigades nord-africaines, et puis qui vont réintroduire les mêmes types de dispositifs qui le gênent. Mais bon, on va retrouver le même type de pratique dans les BAV. Et donc les générations qui passent dans ces unités-là, ça va être les premiers chefs des unités qu'on va appeler les brigades de surveillance de nuit, au tout début des années 70, et qui sont les ancêtres des BAC. C'est-à-dire que donc, les premiers chefs de ces unités-là sont des anciens de ces brigades, moi je dis endocoloniales. Alors c'est un concept, ça fait un peu universitaire, c'est pour parler de colonies intérieures sans dire que c'est exactement des colonies. Mais justement pour parler de ces unités qui réagencent des dispositifs coloniaux à l'intérieur. Donc ça c'est une des généalogies. Le prototype des BAC dérive d'une généalogie coloniale qui sont les brigades de surveillance des Nord-Africains, les brigades nord-africaines et les BAV. C'est de cette bave qu'est né le mot bavure. Et c'est là qu'on voit que la violence policière et les contrôles des populations non blanches sont tellement liés que c'est devenu en fait des synonymes. La bave a été dissoute, mais en 1971, la première BAC est créée en Seine-Saint-Denis par Pierre Bolotte. Et Pierre Bolotte, c'est pas n'importe qui. Pierre Bolotte, c'est quelqu'un qui s'est formé à la pacification militaro-policière en Indochine. Il a aussi encadré la contre-insurrection en Algérie. Et en mai 1967, en Guadeloupe, il encadrait aussi un massacre d'État contre les révoltes des colonisés. Et il a reconverti toutes ses expériences et tout ce savoir sur le contrôle des populations colonisées, des populations indigènes, dans la police des quartiers populaires. La fonction de la police est donc, entre autres, raciste. Il n'est alors pas étonnant que les propos et les idées racistes y soient omniprésents. Ferme ta gueule, va mourir, espèce de sale bougnoule. Je donne pas à boire aux négros. Pourquoi t'es arabe? Pourquoi tu fais le ramadan? Tu peux pas être comme tout le monde? Qu'est-ce que tu fous dans ce pays? Casse-toi, rentre chez toi. Des trucs de malade, quoi. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont été stigmatisées en fonction de leurs origines, et peut-être même bien plus. Moi, je dirais 1500 minimum. C'est arrivé plusieurs fois qu'ils mettent tout le monde au garde-à-vous, puis qu'ils regardent l'escadron comme ça, qui balayent, quoi. Ils regardent l'extérieur, et puis clairement qui disent « Ah, décidément, il y a trop de bougnoules et trop de nègres dans cet escadron ». Qui se gênaient pas. Hein. C'était les bougnoules, les nègres, il y a des gens comme ça, mais il y en a des centaines. C'était pas un secret dans l'oreille, en fait. Hein. C'était vraiment aux yeux de tous. C'est-à-dire que tout le monde le savait à l'escadron. Il y a certains gradés, des fois, qui prenaient un peu la confiance aussi, qui se permettaient d'avoir des termes, qui employaient les mêmes termes, en fait, pour se faire mousser quelque part par le capitaine, parce que c'était lui qui commandait. Mais des termes bougnoule, depuis quand un arabe ça réfléchit. En déplacement, je parlais avec un collègue, mais rien à voir avec le service, c'est-à-dire qu'en mode détente, il arrive derrière moi, il me dit « Fermez votre gueule, Anani ». Qui ça, le capitaine en question, « Fermez votre gueule, Anani ». Et moi je me retourne, je dis « Comment ça, mon capitaine? Pourquoi vous parlez comme ça ?» Il dit « Ne faites pas le mec intelligent, depuis quand un bougnoule ça réfléchit ?» Il m'est déjà arrivé de vouloir dire bonjour à un collègue, comme on dit bonjour à tous les collègues, voilà, et qui me disent non, moi je dis pas bonjour aux Arabes. Sinon un jour il y a un collègue qui est revenu de ses congés et il a sorti comme ça naturellement. Ça fait du bien de rentrer en province, j'ai pas croisé un seul bougnoul. À partir de là je me suis dit qu'il y avait quand même une certaine mentalité et j'ai espéré que ce soit pas tout le monde comme ça, c'est dans le début de carrière ça. Et au fur et à mesure en fait j'ai vu que c'était souvent la même mentalité. Heureusement pas partout, j'ai pu me retrouver dans des endroits où j'étais bien avec des personnes qui gardaient pour eux les choses, donc où on peut pas voir comment ils pensent. Mais dès qu'il y aura par exemple un maghrébin, enfin une personne d'origine maghrébine, un noir ou quelqu'un qui a un accent, ça va créer une situation de gêne pour ma part, où je sais qu'il y aura une remarque raciste qui va arriver. J'ai constaté qu'à l'école de police, c'était pire qu'en fait, le recrutement, qui recrutait déjà des personnes avec cette mentalité, avec une mentalité un peu raciste, un peu facho, violente, et les formateurs ne font rien, ne signalent pas ces comportements. Donc pour moi, le problème, il est là. On trouve parfois des traces de ce racisme sur Internet. Un groupe privé Facebook de policiers rassemblant plus de 8000 membres était par exemple inondé de messages racistes. Et on a retrouvé le même cas sur un deuxième groupe Facebook de policiers avec 9000 personnes. Et pareil pour un groupe WhatsApp d'un commissariat. Même le porte-parole d'un syndicat de police peut défendre à la télévision des propos racistes. Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Ainsi, il faut rappeler ce chiffre ahurissant et qui parle de lui-même. 74% des policiers actifs
vote Rassemblement National. Est-ce que vous pouvez nous décrire le climat politique qui régnait au sein de votre unité? Il y avait régulièrement des références à Hitler, au nazisme. Il y avait une sorte de fascination à ce système tyrannique de meurtre et en même temps d'ultra-violence et du coup de contrôle. Et il y avait du coup il y avait un grand besoin de contrôle. Et dans leur imaginaire, un régime totalitaire allait pouvoir répondre à leurs attentes. Voilà, ce qu'ils attendaient, c'était que les Noirs, les Arabes soient déportés, que toutes les minorités soient hors de France et qu'il ne reste plus que les Blancs. Il faut noter aussi que dans la police, arborer un blason nazi n'empêche pas d'être promu. Bien sûr, il existe des policiers qui ne sont pas racistes. On ne le nie pas. Il existe même des policiers qui peuvent être sympas. Seulement, comme on le voit dans les statistiques, ils sont minoritaires. Mais surtout, le fonctionnement de l'institution fait que ces policiers vont petit à petit incorporer ces idées, mais aussi ces comportements racistes. Et ils ne pourront pas s'opposer au fonctionnement de l'institution. Car s'ils s'opposent, ils seront malheureusement écrasés par l'institution. Que ce soit par la pression, par la hiérarchie ou par les collègues. Ils seront donc obligés soit de se fondre dans la masse, soit de démissionner. En somme, un flic pas raciste, c'est un flic qui arrête d'être flic. Car il faut savoir qu'il est très dangereux pour un policier de dénoncer le racisme qui est omniprésent dans l'institution. À l'intérieur de la police nationale, quand on dénonce des dysfonctionnements, des dérives, on dit qu'il y a des propos racistes qui sont tenus, il y a des violences inadmissibles, des ordres qui sont illégaux, et ben on se retrouve en conseil de discipline. On se retrouve en conseil de discipline pour avoir manqué à son devoir de loyauté. On a en France une inspection générale de la police nationale qui contrôle la police, c'est-à-dire la police se contrôle elle-même. C'est une exception dans les polices européennes. D'habitude, c'est des organes indépendants, pour des raisons de transparence, justement. Et donc, du coup, ça veut dire que là, quand quelqu'un a un problème avec la police, il va voir la police, qui est sous les ordres du ministre. Et si jamais ça met en cause un commissaire, un préfet ou le ministre, bah, évidemment, l'enquête va vite être orientée ou enterrée. J'ai écrit des tas et des tas de rapports pendant des années. Je les ai pas comptés, mais dire que j'en ai écrit plusieurs dizaines permet de se faire une idée. Chaque fois que je voyais un manquement au code, je faisais un rapport circonstancié. C'était systématique. Ce que ça a changé, c'est que quand je rentrais dans un commissariat, pour me dire bonjour, au lieu de me serrer la main, on me crachait sur les godasses. Les mecs, ils disaient, quand on aime le social, faut aller dans le social, faut. Et puis mes supérieurs me regardaient en souriant, en sachant très bien qu'il n'y aurait aucune suite. Quand j'ai fait remonter mon refus d'obéir à ses ordres à ma hiérarchie, j'ai fait l'objet de notations qui ont été en baisse. J'ai eu également plusieurs enquêtes administratives qui ont été diligentées contre moi, 3. Ensuite, j'ai déposé plainte pour harcèlement moral, menace, chantage. Lorsqu'on voit aujourd'hui le tour que ça a pris, on comprend, à mon sens, toute la volonté de ma hiérarchie de me nuire et de m'empêcher de porter cette affaire jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'attends de la part de ma hiérarchie et du ministère de l'Intérieur, tout simplement déjà qu'on arrête le harcèlement, ce serait déjà bien. 100% de mes dossiers, on a des procureurs qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'exonérer les policiers. Je prends un exemple très précis. Il y a 2 semaines, la presse a fait état d'une fillette de 5 ans à Chanteloup-les-Vignes qui a reçu un projectile de LBD, donc ex-flashball, en pleine tête. Elle a eu le crâne fracassé par un policier qui a tiré, et très fier de son tir, a filmé son tir et l'a mis sur les réseaux sociaux, en se vantant, en disant voilà comment nous on agit dans certains quartiers. C'est pas là, avance. Attention, attention la porte. Vas-y, tire, vas-y. Ok. Ce policier donc a blessé gravement une fillette. Les parents qui étaient à côté de cette fillette ont ramassé le projectile de LBD. Ils l'ont remis à la police des polices afin que ce soit examiné. La police des polices a indiqué qu'il existait un ADN masculin. Et madame le procureur de la République de Versailles, madame Caillebotte pour ne pas la citer, a ordonné à la police des polices de ne pas identifier l'ADN masculin. Suite à ça, classement sans suite de l'affaire, au motif que l'auteur n'est pas identifié. Donc on a un procureur qui met tout en œuvre afin que le policier qui fracture le crâne d'une fillette ne soit pas identifié, pour ensuite classer sans suite. Et les témoignages en particulier de policiers non blancs qui ont quitté l'institution sont nombreux. Car au fond, l'IGPN, la police des polices, collabore avec ce système raciste. Le policier Ammar Ben Mohamed a dénoncé les insultes racistes et les maltraitances sadiques quotidiennes que lui et ses collègues ont constatées pendant 2 ans sur 1000 personnes dans les cellules du tribunal de Paris. Et la politique de ma hiérarchie, alors que j'ai essayé de régler le problème en interne, ça n'a pas marché. Le problème en interne avec la hiérarchie immédiate, ça n'a pas marché. En avisant ma hiérarchie du service qui n'a rien fait, sauf me tomber dessus sur moi, sur mon unité, et en avisant l'IGPN, ce qui n'a rien changé. C'est pas facile de dénoncer, parce que là c'est fini. Là en plus, maintenant il y a mon nom, il y a ma tête, mais pour les autres collègues aussi, parce qu'il y en a d'autres collègues gardiens qu'on osait dénoncer, c'est être mis au banc, on nous disait plus bonjour. Il y a des vestiaires qui ont été dégradés.
On l'a même pas dit à l'IGPN parce qu'on s'est dit, ils s'en foutent, enfin tout le monde s'en fout de ce qui nous arrive. On s'est dit, ça sert plus à rien de leur dire maintenant ce qui se passe. Et face à ça, l'IGPN a proposé de le sanctionner. Et il a effectivement été sanctionné au début de l'année. Si vous doutez encore de toutes ces pressions envers les collègues qui veulent dénoncer le racisme, je vous invite à lire le livre de Valentin Gandreau, qui est un journaliste qui a infiltré la police. La justice protège la police raciste. Toutes les exactions racistes de la police ne seraient pas possibles sans la complicité de la justice. D'après Amnesty International, les policiers en France sont au-dessus des lois. Il y a une immunité policière systématique. Et la justice fait plus facilement, fait plus automatiquement confiance à la parole des policiers. Or, d'après cette enquête, en cas d'infraction contre les policiers, quand le prévenu est maghrébin, les policiers se portent plus souvent partie civile, ce qui pèse fortement sur les décisions de la justice. Par exemple, s'il n'y avait pas eu de caméra dans le studio de Michel Zecler, il aurait certainement été condamné et même emprisonné. Tandis que les policiers, eux, auraient été libres. Et d'ailleurs, ils le sont. Seulement 2 policiers qui ont tabassé Michel Zecler ont été écroués pendant 22 jours avant d'être libres. En 2017, Angelo Garant s'est fait tuer par le GIGN de 5 balles dans le torse. La justice n'a pas voulu écouter les 5 témoins qui ont dit que les gendarmes ont tiré immédiatement et sans raison. La justice n'a pas écouté non plus l'expert balistique qui a dit que Angelo Garant était accroupi quand il s'est fait tirer dessus. Enfin, la justice n'a pas écouté le médecin légiste quand il a dit que Angelo Garant n'était pas armé, que son corps a été déplacé et qu'un couteau a été posé près de sa main. Non, la justice a préféré écouter la version des policiers, même si elle était incohérente. Et elle a prononcé à un non-lieu. D'ailleurs, si l'affaire d'Angelo Garant vous intéresse, je vous renvoie à l'entretien qu'on a fait avec Fassin et la sœur de Angelo Garant sur cette affaire, et aussi au livre écrit par Fassin sur cette affaire. Parfois, il arrive même que les avocats des victimes des familles travaillent contre ces familles. C'est l'exemple de Foued qui a passé 4 années en prison parce que son avocat et la police ont obtenu de lui des faux aveux. Foued répète à de nombreuses reprises qu'il n'a pas participé à l'attaque. Je suis pas fou quand même. Je suis pas fou, je l'ai pas fait cette attaque. Ah, t'oublies qu'il y en a certains qui reconnaissent les faits. Ouais, mais moi je vais pas reconnaître, j'y étais pas. Je vais aller en prison, j'ai même pas fait cette attaque. Là, je suis en train d'halluciner là. Les enquêteurs reçoivent alors le soutien improbable de son avocat commis d'office. Là, je vous garantis, je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est cul pour vous. Alors à un moment donné, on y va franco, ça fait mal, on le dit. Après ça permettra de travailler le dossier en profondeur. Monsieur, j'ai pas fait l'attaque. À un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez pas faite. Moi vous me dites vous l'avez pas faite, je vous explique, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait. Mais monsieur, j'ai vraiment pas fait l'attaque. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de se payer la gueule du monde. C'est ce que je vous explique. Malgré les dénégations répétées de son client, l'avocat revient à la charge, jusqu'à semer le doute dans sa tête. Pour de vrai, je le sais pas. Vous y étiez. J'y étais pas, monsieur. Vous étiez où? Vous pensez que j'ai fait l'attaque? Moi, je pense rien du tout. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous assister. Mais j'arrive pas à expliquer comment je l'ai pas faite en fait. Donc dans ma tête, je suis persuadé que je l'ai pas fait l'attaque. Et dans la réalité, vous avez fait quoi? Dans la réalité, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait moi. Le blackout? C'est oui, le trou noir en fait. Vous savez quand est-ce que ça arrive, le trou noir? Ça arrive quand? Ça arrive quand on fait une grosse connerie. Non. Ah si. Moi, je vais vous dire, j'ai un de mes clients. Il a poignardé quelqu'un. D'accord? Il l'a poignardé et il n'a pas pu l'expliquer. Par contre, c'était indéniable, il l'avait fait, sauf qu'il se rappelait de rien. Mais non. Ah si, je vous assure. Il avait un blackout complet. Mais là, je vous jure que c'est ça, là. C'est à vous de voir. Si vous avez un blackout, ok, mais dans ce cas-là, on arrête de raconter des conneries, on dit je me souviens plus de rien, et je préfère garder le silence. Par contre, on arrête de raconter des conneries. Et comment il vient ce phénomène en fait? Parce que c'est l'adrénaline et parce que c'est le stress qui va faire que... Quand on a une surdose d'adrénaline, quand on a une surdose de stress, l'esprit coupe la partie dont on ne veut pas se souvenir. Le passage qui suit ne figurera pas dans le procès verbal.
Il reste une boule en moi quand même. Je sais pas c'est quoi cette boule. Je sens une boule, mais je sais pas c'est quoi. Parce que là, dans ma tête, je l'ai pas fait. Si je le dis que je l'ai fait, si je vous le dis que je l'ai fait, la boule, elle va encore rester en moi, parce que dans ma tête, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Fouad le répète. Dans ma tête, je ne l'ai pas fait. Ces affirmations ne figureront pas dans le procès verbal. Les policiers ne garderont que les passages où son avocat sème le trouble dans son esprit. Comme plusieurs des jeunes du quartier mis en cause dans cette affaire, Fouad devra finalement attendre 4 ans et 3 mois en détention pour que son innocence soit reconnue par la justice. Et quand il y a des révoltes en banlieue contre ces injustices, comme par exemple en 2007 à Villiers-le-Bel, les médias appellent ça tout simplement des émeutes. Et la justice condamne rapidement des innocents à des années de prison ferme. Comme Mara Kanté qui a passé 29 mois en étant incarcéré, dont 1 an à l'isolement avant d'être acquitté. On m'a accusé de tentative de meurtre sur force de l'ordre. Pas sur une personne, c'est pas sur 2 personnes, c'est plus de 90 personnes. 90 policiers. Port et transport d'armes de première et quatrième catégorie, trouble à l'ordre public. J'ai fait 29 mois de détention, il y a eu un procès. À l'issue de ce procès, le procureur il a demandé 15 ans contre moi, malgré que j'étais innocent. On retourne aux assises à Nanterre. On fait 3 semaines de procès là-bas. Et moi, à ma grande surprise, je suis acquitté de tous les faits qui m'ont été reprochés. Non seulement la justice couvre la police raciste, mais elle est elle-même raciste. Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, qui ont mené une enquête dans 5 juridictions du Grand Ouest, ont publié cet article en 2013 et ils écrivent que les étrangers à infraction et antécédents équivalents sont davantage envoyés en comparution immédiate qui, elle, multiplie par 8 le risque d'emprisonnement ferme. Ils sont aussi 5 fois plus souvent envoyés en détention provisoire. La comparution immédiate sert à juger très rapidement un prévenu, immédiatement après sa garde à vue, et elle ne lui permet pas de préparer sa défense. Et les étrangers africains, en particulier, sont davantage envoyés en comparution immédiate et sont donc plus largement condamnés. Pour citer le chercheur Thomas Léonard, si la structure des infractions des prévenus issus des pays africains est très proche de celle des Français, la part des prévenus d'origine africaine sans antécédents judiciaires est 2 fois supérieure. En gros, ce qui veut dire, c'est que les crimes sont les mêmes, mais les condamnations ne sont pas les mêmes. Elles sont 2 fois plus sévères quand ça concerne des étrangers africains. Ce traitement négatif des étrangers ne concerne pas tous les étrangers. Par exemple, ça ne concerne pas les étrangers de l'Europe de l'Ouest. Force est ainsi de constater que, à la différence des étrangers d'Europe de l'Est ou d'Afrique, les Européens de l'Ouest ne sont poursuivis en comparution immédiate que pour des faits d'une importante gravité. Les prévenus étrangers d'Europe de l'Ouest sont très majoritairement prévenus pour infraction à la législation sur les stupéfiants ou pour violence volontaire, c'est-à-dire pour des infractions jugées d'une importante gravité, y compris quand il s'agit de Français. Donc en gros, c'est pas seulement le fait d'être étranger qui va faire que la justice va vous traiter de manière inégale. Par exemple, les étrangers espagnols, les étrangers anglais ou les étrangers belges vont être traités comme des Français. Parmi les prévenus sans antécédents judiciaires, seuls 2 Français sur 5, 41,8%, sont condamnés à une peine de prison ferme, contre près de 4 étrangers sur 5, 77,6%. En résumé, d'après les chercheurs, tout se passe comme si les étrangers disposaient d'un casier judiciaire virtuel en supplément de leur casier judiciaire réel. Il y a donc clairement de la xénophobie dans la justice française, sauf à l'encontre des étrangers ouest-européens. Mais est-ce qu'il y a du racisme à l'encontre des citoyens français non blancs? Alors, on n'a pas de statistiques officielles sur ce point, mais on sait que les magistrats et la police traitent différemment les habitants de banlieue. D'après le chercheur Thomas Léonard, au début des années 2010, les magistrats ne cachent pas que le critère territorial entre en ligne de compte lorsqu'ils prennent leurs décisions. Et plusieurs études attestent que le recours à ce critère n'est pas nouveau au sein de la police. C'est ouf, hein? Avec tout ça, il n'est pas étonnant alors de voir beaucoup plus de non-blancs dans les prisons françaises.
comme dans les prisons américaines. Mais si la police et la justice sont racistes, c'est aussi parce que la loi l'est. Alors bien sûr, depuis la fin de la colonisation, la France ne discrimine pas de race officiellement. Par contre, elle est ouvertement xénophobe, islamophobe, nomadophobe et anti-pauvre. Et le hasard fait que les musulmans, les étrangers et la communauté des gens du voyage sont souvent des groupes racialisés comme non-blancs. Ce sont donc des lois qui ne sont pas explicitement racistes, parce que ce serait anticonstitutionnel, mais qui, dans les faits, dans leur application, visent surtout les non-blancs et sont donc racistes. On peut par exemple parler de la loi sur la laïcité à l'école qui vise, en fait, tout le monde le sait, les femmes voilées, pour les interdire de l'école. Il y a aussi les lois sur les étrangers qui sont interdits de travail, qui sont interdits de vote et qui sont même interdits de présence sur le sol français. Et il y a aussi les lois contre les nomades. Et ça, même quand ils sont citoyens français ou de l'Union européenne. Tous les étrangers ne sont pas attaqués par le système. Par exemple, les étrangers de l'Union européenne ne le sont pas. Sauf les Roms, qui ne sont pas vraiment considérés comme européens, même s'ils sont présents en Europe depuis plus de 1000 ans, car ils sont considérés comme non blancs. Et des réfugiés hors Union européenne peuvent être bien accueillis en France s'ils sont ukrainiens, donc blancs. Et bien sûr, officiellement, tout ça n'a rien à voir avec la race. Les Français se disent, l'Ukrainien, il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris, je pourrais être à sa place. Je pense que c'est ça. Il y a simplement une espèce d'identification de proximité que peut-être le Français a moins avec l'Afghan. Et c'est pas du racisme. Ah oui, Mais oui, c'est la loi de la proximité. Et pour viser une race sans le dire, la République peut inventer des catégories absurdes. Elle le fait depuis la colonisation. Aujourd'hui, elle peut par exemple viser les gens du voyage sédentaire pour parler en fait des personnes issues de la communauté des voyageurs. Et du temps des colonies, elle visait par exemple les musulmans catholiques, qui était une autre catégorie absurde pour en fait viser les musulmans qui s'étaient convertis au catholicisme. Et en fait, le problème, c'est que c'était des Arabes, quoi. Et donc, c'est là qu'on voit que ce sont en fait des catégories raciales qui ne disent pas leur nom. Mais la loi vise aussi plus souvent les pauvres, c'est-à-dire qu'elle va viser plus souvent la petite délinquance sur la voie publique que la délinquance en col blanc. Une délinquance en col blanc qui coûte pourtant beaucoup plus cher à la société. Et il se trouve que les plus pauvres en France sont bien souvent des non-blancs. Et ça, c'est le résultat d'une organisation économique raciale, le capitalisme racial. Capitalisme racial étant une expression développée par Cedric Robinson, qui est un marxiste noir américain, et son livre Black Marxism va sortir en français, traduit notamment par Selim Nadi. L'idée est que le racisme repose sur le capitalisme, mais que le capitalisme repose aussi sur le racisme. Et que donc le capitalisme a un caractère structurellement racial. Black Marxism. Non, Black Marxism. Black Marxism. Voilà. Black Marxism. Black Marxism, les gens restaient barbares. En résumé, dans cette vidéo, on a vu qu'il n'y a pas simplement quelques comportements racistes de la part de policiers par-ci par-là, mais tout un système raciste. Un système raciste de la part de l'institution policière qui passe par les lois racistes qui visent les non-blancs sans le dire, mais en visant par exemple les musulmans, les étrangers, les nomades, les pauvres, la sélection et le recrutement des policiers. Les contrôles de police qui visent plus largement les non-blancs et les habitants des quartiers. Les traitements différents et humiliants de ces contrôles à l'encontre des non-blancs. L'envoi en comparution immédiate qui vise plus largement les non-blancs. Les jugements de la justice plus sévères avec les étrangers non-ouest européens et les banlieusards. Le racisme institutionnel ou le pouvoir blanc, c'est tout cet ensemble. Il faut le regarder vraiment comme un système. On fait parfois l'erreur de trop se concentrer sur les agissements de la police parce qu'en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais si la police est raciste, c'est aussi parce que la justice lui autorise et que le pouvoir le lui demande. Et même si on irait dans le sens de Foucault, ce serait plutôt la justice qui est au service de la police en lui permettant notamment de rendre légitimes ses actions de contrôle de population. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi servent-ils? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer
au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Et donc, c'est pas seulement des attitudes individuelles, c'est pas seulement des bavures, c'est pas seulement quelques erreurs judiciaires. C'est tout un système. Une totalité qui sert en fait à protéger la domination raciale, à protéger le pouvoir blanc. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter que pour combattre le racisme, il faut arrêter d'avoir une vision portée sur les individus, portée sur les comportements individuels, et avec une vision morale du racisme. Pour citer une figure de l'antiracisme américain, que je cite assez rarement, qui s'appelle Stokely Carmichael, ou de ce nouveau nom Kwame Touré, si un homme blanc veut me lâcher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour illustrer un petit peu tous les propos qu'on a dit, je vous renvoie vers 2 vidéos qu'on a fait. La première, c'est le reportage qu'on a fait autour du procès des policiers qui ont tué Amadou Koumé. Vous pourrez ainsi suivre le déroulement du procès, mais aussi le témoignage de Jessica, qui était la femme d'Amadou Koumé, pour voir un petit peu comment il est difficile pour les familles de mener un combat contre l'État et pour obtenir justice. Et vous pourrez voir aussi la vidéo qu'on a fait sur Nordine et Meryl qui se sont fait tirer dessus avec 8 balles tirées par la BAC lors d'un contrôle policier. Vous pourrez voir ainsi comment les contrôles policiers peuvent être plus rapidement violents quand ça concerne des non-blancs, et vous pourrez voir aussi comment il a été difficile pour Nordine d'obtenir justice. Et même au-delà d'obtenir justice, comment ces victimes sont souvent criminalisées par le système, et ça a été le cas de Nordine, puisqu'il a été poursuivi et même condamné. Bref, allez voir ces vidéos, et n'oubliez pas aussi de soutenir les familles des victimes. Il y aura les liens en description sous les vidéos. Voilà, merci à tous, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne rater aucune de nos vidéos. Et j'en profite aussi pour remercier encore nos tipeurs qui donnent sur Tipeee. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui donnent sur Twitch et merci à ceux qui donnent sur PayPal. Continuez, c'est ça qui nous permet de faire un travail de qualité, j'espère. Voilà, merci à tous.